Il y a un patron dont on n'a pas beaucoup parlé ce matin, c'est l'État. Moi, je suis dans l'éducation, et donc mon patron, c'est l'État, et il déroge en permanence au Code du travail. Et moi, j'aimerais bien que Gérard nous dise historiquement pourquoi on n'a pas de CE, pourquoi on n'a pas de convention collective dans la fonction publique. Finalement, est-ce que ce serait un combat à mener et que le Code du travail s'applique aux fonctionnaires, soit d'État ou de la territoriale. L'État s'autorise, pour ceux qui n'ont pas le même patron que moi, ils ne savent pas que l'État s'autorise à payer les heures sup 6 mois plus tard, que les contrats de travail pour les contractuels arrivent 3 mois après que les collègues soient en place et devant élèves. Ça veut dire 3 mois après, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés pendant 3 mois aussi. Hein. Ils travaillent pendant 3 mois sans être payés. Donc après, ça va être rattrapé, mais pendant 3 mois, ils n'ont rien. Que oui, on peut renouveler des CDD, non, c'est 6 ans, hein, jusqu'à 6 ans avant qu'il y ait un CDI. Enfin, voilà. Comment expliquer finalement que l'État puisse déroger aux règles qu'il impose finalement aux entreprises? Voilà. Je ne peux pas répondre à votre question, monsieur, vous m'excuserez. Je peux répondre à la tienne. Et je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Le préjugé historique, c'est qu'il y a un statut de la fonction publique qui est censé être plus protecteur du point de vue de l'emploi, des garanties professionnelles, que ça n'était dans le privé. Et insensiblement, de décennie en décennie, le statut de la fonction publique a cessé de l'être. Et comme ils disent maintenant, on peut même licencier, bien sûr. Et donc, en vérité, il n'y a pas de moyen d'appel, ou alors il faut aller devant les commissions paritaires ou les commissions techniques, ou bien alors il faut aller, il n'y a pas d'inspection du travail, et donc il faut aller devant des juridictions qui elles-mêmes sont encore plus lentes que les prud'hommes quand vous allez aux tribunaux administratifs. Et donc il y a une dégradation du statut de la fonction publique qui est absolument indiscutable, qu'il vote d'ailleurs poursuivre, il l'annonce pour cet été. C'est-à-dire dans le plan de simplification, il y a une série de mesures qui vont concerner le droit du travail dans la fonction publique et qui évidemment vont être autant de recul. On ne sait pas du tout encore comment se défendre, à part évidemment la réaction unitaire et la grève. On ne sait pas autrement comment se défendre. Je voulais dire au passage quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de dire. Il arrive parfois que pour des questions de droit, on gagne sans le savoir. Et il y en a une qui nous est arrivée très récemment, qui concerne la fonction publique. Comme le privé, c'est le fait que quand on est malade, on ne perd plus ses congés payés. C'est-à-dire que quand on est malade, on ne perd plus ses congés payés. Le principe en France, depuis toujours, je ne sais pas l'expliquer dans sa racine, était que si vous êtes malade, vous avez un cancer, vous avez 1 an d'arrêt, etc., vous perdez les congés payés de cette année-là. Si vous avez 1 mois d'arrêt, vous perdez les 2 jours et demi de congés payés qui sont censés être attribués pour le mois. C'est-à-dire que la maladie suspend le contrat de travail et ça ne génère plus de congés payés. Or, dans l'Europe, c'est pas comme ça. Dans tous les autres pays, depuis 1999, confirmé en 2004, confirmé même dans le traité de Lisbonne de 2008, et entré en application comme une directive applicable et non contournable depuis 2014, en Europe, l'ensemble des salariés, s'ils sont malades, ne sont pas sanctionnés par la perte de leur congé. Ils rentrent, ils ont eu 1 an pour un cancer, ils rentrent, ils ont droit à 1 mois de congé payé, et ils peuvent les prendre. Or, c'est une initiative de la CGT, dans 4 cas, le 14 septembre dernier, 4 salariés sont allés en France pour dire « j'ai été malade, je veux mes congés payés ». Et la Cour de cassation, le 14 septembre dernier, a pris 4 décisions en disant « vous avez droit, parce que c'est le droit européen ». Le patronat français s'est mis en colère, il a fait une pétition de patron, je crois qu'ils ont eu jusqu'à 37 000 signatures, et ils ont fait ce qu'on appelle une QTF. QPC, pardon, je cherchais.
c'est-à-dire une question prioritaire de constitutionnalité qui consiste à interroger le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé le 7 février dernier, c'est très récent. Et il a dit, si vous ne payez pas en France les congés payés des salariés malades, alors dénoncez le traité. Mais le traité s'applique, vous savez, c'est pas nos traités qu'il faut appliquer. Alors parfois on s'en plaint parce qu'ils sont mauvais, mais là c'était bon. Et Macron n'en voulait pas. Et la chose qu'ils ont faite, je crois que c'était vers la fin mars, c'est qu'ils ont accordé les congés payés, Macron disant, pour les 4 semaines de congés payés, parce que c'est la base en Europe. Nous, on en a 5. Donc les malades auront droit à leurs congés payés calculés sur 4 semaines, et pas sur 5. Donc les salariés français vont demeurer sanctionnés de leur 5e semaine de congés payés, mais viennent de gagner 4 semaines de congés payés quand ils sont malades. Le patronat est furieux parce qu'ils estiment, tenez-vous bien, que ça représente en gros entre 3 et 4 milliards. Ça n'est pas une pécadille, qui vont aller au salaire. Et donc, ça ne se verra pour personne. C'est-à-dire que ça ne sera pas une augmentation, une amélioration. Mais quand même, quelqu'un qui est malade ne doit pas oublier de demander à son patron de lui verser ses congés payés quand il rentre. Il n'y a pas de raison de faire cadeau, même si c'est chaque fois une petite somme, des 3 ou 4 milliards en grande somme. Et puis il n'y a pas de raison de ne pas faire savoir que quand on gagne quelque chose, eh ben, il faut que ça s'applique, quoi, et que quand on va en justice et qu'on poursuit en droit, comme ça a été fait le 14 septembre dernier, on peut changer beaucoup de choses. 3-4 milliards, c'est pas négligeable. Alors, peut-être pour rebondir sur ce qui a été dit, tout à l'heure, et sur l'attaque que nous subissons en tant que syndicat, faire part de quelque chose d'assez récent par rapport à des collègues à Bourse-Filaire qui avaient manifesté contre le management de leur nouveau chef d'établissement, qui se sont retrouvés au tribunal pour diffamation et qui ont perdu. Le chef d'établissement, en fait, en portant place, il a gagné contre ses collègues qui se retrouvent à payer une amende, je crois que c'est 1000 euros, ils sont 4 collègues qui se sont retrouvés au tribunal et qui se retrouvent à payer une amende et des dommages et intérêts au chef d'établissement. Ce qui met quand même à mal notre travail syndical, c'est-à-dire que à partir d'un article paru dans l'Alsace, où aucun nom n'est cité, le juge a estimé que les 4 qui ont été désignés par le chef d'établissement comme ceux qui tenaient ces propos ont été condamnés. Oui, c'est Bourse-Filaire. Là, on ne va pas donner de nom. Moi, pour l'instant, je ne les ai pas contactés. Je ne sais pas s'ils vont faire appel. Bon, je pense qu'on va ils verront parce qu'ils sont aussi fatigués. Hein. C'est une procédure de plus de 2 ans au tribunal qui se finalise comme ça. Et en tout cas, nous, au niveau syndical, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Parce que ça veut quand même dire que si on dit qu'un chef d'établissement on subit un management autoritaire de sa part, on peut se retrouver en diffamation et perdre. Donc ça, c'était pour aller là dans l'idée de ces attaques contre les syndicats et contre l'expression, hein, l'expression de notre mal-être, des mal-être en rencontre au travail. Ensuite, je voulais aussi rebondir sur autre chose, c'est l'apprentissage. On parlait d'assistanat des entreprises. Et bien l'apprentissage, le développement de l'apprentissage est un réel assistanat des entreprises, puisque c'est 17 milliards cette année, 17 milliards pour l'apprentissage. Et si on regarde dans les détails, et vous avez peut-être vu le documentaire d'hier, c'est des fois des apprentis qui se retrouvent à prendre la place de salariés, qui n'ont aucune formation. Voilà, hein, c'est l'exemple de Carrefour, mais c'est McDonald's aussi. Hein. Carrefour qui crée sa propre école, donc il touche de l'argent parce qu'il prend un apprenti, il touche de l'argent de l'État parce qu'il est formateur. C'est la même chose pour McDonald's. Donc McDonald's, un système qui est créé de telle manière à ce qu'on puisse embaucher n'importe quelle personne sans qualification, puisque c'est du taylorisme. Tout d'un coup, on nous explique qu'ils peuvent être formateurs dans un métier, et donc prendre des apprentis, recevoir de l'argent parce qu'ils ont des apprentis, et recevoir parce qu'ils sont formateurs.
Et donc là, peut-être pour Gérard Pilote, qui va peut-être nous donner des pistes. Finalement, si c'est des cas auxquels qu'on devait rencontrer au quotidien, en quoi l'inspection du travail peut nous aider peut-être à combattre ces façons de faire, où on prend plutôt un apprenti, où on se fait payer pour remplacer un salarié et mettre à mal ce système. Bon. Et alors la conclusion, c'est ça en gros. Non mais sur les apprentis, c'est simple. La politique de Macron, c'est de fermer les lycées professionnels et de renvoyer tous les jeunes à l'apprentissage sous l'autorité des patrons. Moi, quand j'étais jeune inspecteur, il y avait encore des maîtres d'apprentissage qui devaient suivre une formation et qui passaient un examen pour avoir le titre de maître d'apprentissage avant d'avoir des jeunes en charge. Ça a été supprimé, je crois que c'est par baladure. Moi, je me rappelle parce que on me demandait comme inspecteur du travail de venir dans le jury. Bon, c'était des braves gens qui avaient passé 200 heures de formation avant de prendre un jeune. C'était quand même le minimum des choses. Là. On prépare un peu les gens à la pédagogie, puis on dit voilà. Et je me rappelle bien parce que c'était des bouchers, des charcutiers, des coiffeurs, des garagistes. Et ils avaient quand même une idée, même au bout de 200 heures, qui était toute la même. Du genre, un apprenti, c'est fait pour en baver, comme j'en ai bavé quand j'étais jeune. 95% des opinions des maîtres d'apprentissage, malgré 200 heures de formation, ça restait ça. Moi, j'avais toujours deux questions. Je faisais un peu l'âne. La première question, c'était de dire, monsieur, vous allez avoir un jeune, s'il vous demande la convention collective dont il relève, qu'est-ce que vous lui dites? Au bout de 200 heures de formation, j'avais 8 sur 10 qui ne savaient pas ce que c'était une convention collective. 8 sur 10. Une convention... Voilà. Je ne vous parle pas des jeunes, parce qu'il n'y a pas à côté même des CFA, il n'y a pas de formation pour qu'il y ait la connaissance du minimum de droit du travail. Voilà, ma deuxième question, c'était si le jeune vous demande un livre, va lire un conseil, qu'est-ce que vous lui donnez? Et là, j'ai vu des blancs totaux, pas un seul titre, quoi. Une fois-ci, j'ai eu Le Rouge et Noir de Victor Hugo. Ne vous moquez pas, j'ai considéré que c'était, malgré l'erreur d'auteur, que c'était une réponse. Et c'est la situation de prise en charge de jeunes, donc dans ces conditions-là, est en fait inacceptable. Hein, mon fils qui fait la formation dans un LEP de Bobigny, 93, ils sont en mouvement, etc. Lui, il dit que quand on va enlever les élèves du LEP, ils perdront au moins une chose, c'est qu'une fois par an, il les emmène au théâtre. Et il dit, ces jeunes-là, en fait, en allant directement à l'apprentissage, ils n'iront jamais au théâtre. Aussi dur et simple que ça. Et 2 apprentis sur 3, en statistique, ne terminent pas leur apprentissage. Alors, quand vous commencez à 25% du SMIC, puis 55%, et si je ne me trompe pas, c'est 85% la troisième, 75 ou 85% la troisième année, et la troisième année, vous vous considérez déjà comme formé. Par ailleurs, vous êtes maltraité, et vous n'allez pas continuer à vivre avec 75% du SMIC, donc en vérité, l'apprentissage ne se termine pas. Je publie généralement sur Twitter, où j'ai un compte, un tableau où, je crois qu'en gros, hein, de mémoire, c'est 1 million d'apprentis en septembre, octobre 22, et en septembre 23, il en reste 230 000. Hein. L'élimination est une brutalité totale, et l'apprentissage Macron est un échec total, quoi qu'il dise. Mais il retire ces gens-là des statistiques du chômage, et pendant un temps, il nous les berne avec l'illusion d'un petit SMIC, d'un petit quelque chose, d'un petit peu de sous. Ce que Attal veut aussi faire pour les sages, qui ne sont pas par ailleurs des apprentissages, mais vous allez avoir un peu de sous pour pouvoir rester jusqu'à la fin, au mois de juin. C'est occupationnel, en vérité. Et donc, tout ça est une très grande mystification. On n'a pas les moyens de s'y opposer sans prendre le pouvoir. Je trouve qu'on peut grignoter des droits, des salaires, le respect des jeunes, etc.
etc. J'ai cité tout à l'heure l'exemple de ce jeune qui a été battu, mais j'en ai connu plusieurs, hein, pas seulement dans la restauration. Dans la restauration, c'est quasi traditionnel. Les gifles et la brutalité physique est quasi traditionnelle. Mais c'est dans le bâtiment, la mise en danger de jeunes a été accrue, et les statistiques, quand on parle des accidents du travail, ont augmenté pour les jeunes. Ça, c'était Rebsamen, à cause pas seulement la suppression des CHSCT, mais avant, il y avait une obligation pour un patron qui prenait un jeune dans un chantier, par exemple, de donner des garanties sur la sécurité du jeune. Et il devait consulter l'inspecteur du travail, ce que nous n'avions malheureusement pas le temps de faire, mais au moins, ça foutait la trouille au patron, on prenait notre téléphone, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis quand on avait la chance d'avoir le temps de passer sur le chantier, on pouvait faire des gestes ou des menaces de protection. Mais ils ont supprimé ça, même ça, au nom de la paperasse. Alors, ils s'appuyaient sur le fait qu'on intervenait dans 2 cas, je ne sais plus ce qui avait été dit, 2 cas sur 6 ou quelque chose comme ça, quoi. Mais au contraire, il fallait renforcer. Il fallait renforcer le fait, parce que quand vous avez des jeunes, maintenant il y a eu des accidents terribles, hein. Vous en avez eu un à Mulhouse il y a 10 ans, c'était le jeune qui était dans une boulangerie dans le pétrin, et donc l'ont mis dans le pétrin s'est remis en route, et le jeune a été broyé dans le pétrin. Hein, c'est marrant parce que je cite des exemples tout le temps, et je suis à Mulhouse, je dis toujours c'est à Mulhouse, et je suis dans la ville en fait où c'est arrivé. Et vous en avez plein d'autres qui a des trémies qui ne sont pas couvertes, il n'y a pas de garde-corps, vous les mettez dans les chantiers de démolition, et les chantiers de démolition, c'est les plus dangereux, quoi. Et donc, le nombre d'accidents, y compris mortels pour les jeunes, c'est quand même un paradoxe inacceptable, a quand même, dans les 7-8 dernières années, augmenté. Donc, on sait bien que la suppression de la fameuse paperasse, ou de la menace du contrôle de l'inspecteur, et la suppression des CHSCT a des effets mortels, aussi quasi mécaniques. Et si je peux rajouter, un camarade qui est au prud'homme, depuis les. Alors je sais plus, je crois te souvenir, c'est les lois de travail, hein, ont enlevé les apprentis, ont enlevé le droit aux apprentis de faire appel au prud'homme. Maintenant, c'est un jury constitué de patrons ou de commerce. Donc c'est les salariés, mais ils n'ont plus le droit à tous les avantages, enfin les avantages en tout cas, tous les droits des salariés. Le statut de salarié, c'est de faire appel au prud'homme. Oui, j'ai une hypothèse aussi. Alors, donc, l'apprentissage revient en force. C'est vrai que ça a été, on va dire, un des conquis de l'après-guerre, c'est de retirer un peu les jeunes du patron en créant les lycées pro, en allant jusqu'à en élaborant le bac pro. Et finalement, le patronat, c'est une hypothèse, hein, le patronat il trouvait peut-être un avantage parce qu'il disait que bon, un jeune qui rentrait en apprentissage dans une grande usine, bah, en fait il rentrait aussi dans un syndicat à l'époque. Et peut-être pour revenir à l'apprentissage où les syndicats sont un peu moins puissants, maintenant c'est moins risqué et puis on peut les sortir de l'école. Alors c'est une hypothèse peut-être. Il faut rétablir la formation des maîtres d'apprentissage. Parce que ce n'est pas une question secondaire cette histoire. Vous donnez, même si Victor Hugo au Rouge et le Noir, ce n'est pas une question secondaire de forcer quelqu'un dans une entreprise qui va prendre un jeune à avoir 200 heures de formation pour le prendre. Ça permet de donner un peu de garantie de sécurité, un peu de conscience, un petit peu d'éducation. Il y a un examen, il y a un jury, ça solennise la protection du jeune. Bon. Et la deuxième chose, c'est quand même on ne peut pas dire aux jeunes, écoutez, vous avez 25% du salaire, du SMIC et 55 et 85. Ils bossent. Et la plupart du temps, la pression existe pour qu'ils n'aillent pas faire la partie théorique. On nous fait pas ce avec machin, il y a du boulot, et puis le jeune se laisse faire, évidemment. Donc, c'est une façon d'embringuer les jeunes pour les sortir d'une culture générale ou d'une chance de culture générale. Et Macron va plus loin. Il donne 6 000 € par an au patron. On ne sait quand même pas rien. 500 € par mois pour prendre un jeune. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, les chiffres ont augmenté. Ils ont augmenté sans être stabilisés et avec les résultats que j'ai dit tout à l'heure. Mais vous dites à un patron qui te donne 500 € pour prendre un jeune, c'est tout bénef, hein. Donc en plus, il n'y a pas de paperasse, il n'y a pas de contrôle,
Et donc on le fait trimer comme on veut. Et donc toute cette histoire-là, un apprentissage devrait être, à mon avis, beaucoup plus poussé même. Et de toute façon, je suis pour l'interdiction du travail des enfants. C'est-à-dire, cette histoire de position personnelle, à discuter, mais le travail des enfants doit être interdit. C'est pas normal. La maturité d'un môme à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, elle est différente. C'est pas la même chose. Eh bien, c'est pas la même chose de monter sur une échelle à 14, à 15, à 16 ou à 17 ans. Le môme, il ne monte pas avec le même état d'esprit. Il ne monte pas avec le même sentiment de sa propre sécurité. Il a autre chose dans la tête et tout. Et donc, il faut interdire. C'était une vraie progression, l'interdiction du travail des enfants. Qu'est-ce qu'a rétabli l'apprentissage à 14 ans? C'est 2020. C'est encore plus ancien dans le temps. Et moi, j'avais hurlé à l'époque, je lui permettais l'apprentissage. Et c'est qui a fait l'apprentissage, le travail le dimanche et de nuit à 15 ans? C'est Rebsamen. C'est-à-dire que c'était quelques années plus tard. Et toute cette dérégulation-là pour les enfants est quelque chose de criminel. De dire à un homme, 14 ans, tu vas travailler comme un grand, et à 15 ans, tu peux bosser le dimanche. Et donc, toute cette histoire, ça fait partie de tout ce système où, insensiblement, on enlève le statut du salariat pour arriver à des formes d'ubérisation sans aucune protection. Et vous avez un paradoxe total. Moi, c'est mon dada depuis 2 ans sur les bénévoles des Jeux Olympiques. Parce que, bon, quand même, ils prennent 45 000 bénévoles des Jeux Olympiques. Hein, ils sont à 50 heures par semaine. Ils sont pratiquement jusqu'à 11 heures par jour. Leur déplacement, s'ils viennent de province, n'est pas payé. Leur logement n'est pas payé. Et ils ont un casse-croûte le midi dans des journées de 11 heures. Alors, la traîne pour faire marcher des jeunes là-dedans, parce qu'ils ont pas recruté des jeunes, mais il y a aussi des adultes qui marchent dans la pigeon, qui marchent dans la combine, hein, et même des retraités qui marchent dans la combine. Ils croient qu'ils vont être plus près des athlètes, je ne sais pas quelle idéologie ils ont dans la tête. Et en fait, l'expérience de tous les Jeux Olympiques précédents, c'est que pas du tout. Ils sont placiers, coursiers, gardes, ils font la circulation à l'entrée pour les foules qui sont en retard, mais ils ne voient rien du tout. Donc c'est une pure détournement d'une capacité de travail, c'est l'organisation même du travail illégal. On ne peut pas le dire autrement, quoi. C'est du faux bénévolat. Alors on m'a dit oui, mais le bénévolat existe seulement, les JO, etc. Le bénévolat, évidemment qu'il existe. Il y a 1 200 000 bénévoles en France. Pour tout. Le club de foot, la paroisse, l'école, la fête de l'école, etc. Évidemment, ça c'est du véritable bénévolat, si je peux me permettre. Les gens le font avec cœur parce que c'est des petites structures et c'est pas pour le fric, mais les Jeux Olympiques, c'est 8,5 milliards. C'est pas le club du coin, c'est pas la paroisse. C'est pas la fête de l'école. Le patron des JO, Yves Sanguet, là, que je vois de temps en temps, il orage à chaque fois sur les écrans, se paye 300 000 € par an. Et il a trouvé les moyens de défrayer des impôts et de les toucher dans une société qui lui permet de ne pas payer dessus. Et donc, vous avez 8,5 milliards, on prend 45 000 bénévoles. Mais les gens disent, ils n'ont qu'à pas, je vois sur Twitter, ils n'ont qu'à pas se laisser faire. Ben, c'est comme le travail illégal, en fait. Quand les gens acceptent de travailler illégalement, c'est la faute à qui? C'est pas leur faute, c'est la faute du patron. J'avais dit une fois, je ne sais plus dans quelle radio, là, à Bourdin, qui disait le travail illégal, c'est parce que les gens veulent bien. Et je dis, vous ne pouvez pas avoir de travail illégal s'il n'y a pas de patron. Le seul responsable du travail illégal est le patron. Et oui, mais les gens, ils croient qu'ils y gagnent parce qu'ils ne payent pas. Ils ne payent pas de cotisation. Quand ils vont faire, ils verront, ils seront en retraite, ils verront bien ce que c'est. Et donc, tout cet effritement du droit est quelque chose de spectaculaire dans la politique de Macron. Elle a été initiée dès la loi El Khomri, Pénicaud, Dussopt a continué, et Vautrin et Attal sont en train de se permettre de le faire, hein, parce que Attal se propose, vous avez peut-être entendu l'autre jour à la télévision, de réduire, par contre, à l'envers, quand c'est le salarié, la saisine du prud'homme à 6 mois. Alors pour les plus anciens, avant vous aviez un délai de 5 ans. C'était quand j'exerçais, c'était 5 ans. Pour les plus anciens. Voilà, et oui encore, c'est vrai.
5 ans, 30 ans, 5 ans, et puis après 3 ans, on en est à 1 an et ils proposent de réduire à 6 mois. Ce qui est quand même, du point de vue de l'autodéfense du salarié, le temps qu'il comprenne ce qui lui est arrivé, qu'il trouve un bon conseiller, qu'il trouve éventuellement un avocat qui ne lui demande pas trop cher, et puis qu'il comprenne la démarche des prud'hommes, parce que, comme inspecteur, j'ai pu expérimenter le nombre de fois où les gens ne savaient même pas ce qu'étaient les prud'hommes. J'avais adopté comme système d'avoir de photocopier un 4 pages dans lequel il y avait déjà le papier qu'il fallait remplir au prud'homme avec l'adresse pour pas que les gens repartent. Parce qu'un inspecteur qui explique à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est le prud'homme, le quelqu'un il repart mais il n'y va pas quand même. Hein. C'est trop compliqué, c'est trop administratif, je vais perdre mon temps, je n'ai pas d'avocat, je ne sais pas le droit. Et puis alors maintenant il va s'ajouter ça fait plus de 6 mois, je ne peux pas. Du point de vue de... C'est comme ça, je crois qu'au prud'homme, en statistique, on est tombé à quelque chose comme 40% en fait par rapport à ce que c'était avant la loi El Khomri, quoi. Hein, la dégringolade des prud'hommes a commencé avec Rachida Dati, donc elle en a supprimé un tiers, et puis ensuite après les difficultés pour saisir les prud'hommes, et ensuite après, de façon concrète, l'usage de l'écrit, alors qu'au début c'était l'oral, l'usage de l'écrit quasi obligatoire, et du coup la saisine d'un avocat, et la saisine d'un avocat c'est rédhibitoire, parce que l'avocat il commence par dire je veux 3 000 € avant d'avoir commencé l'affaire, sauf quand on a un conseiller syndical, mais nous savons tous les limites que nous avons pour répondre à un conseiller syndical, où on va voir l'inspecteur du travail, et dans ce cas-là, je viens de le dire précédemment, il vous explique, mais vous ressentez l'explication. Si vous êtes démuni en entrant, vous êtes démuni en sortant. Hein. Ça ne vous suffit pas une explication. Ça ne va pas vous guider, ça ne va pas faire le papier. Et donc, l'autodéfense des droits du salarié en cas de licenciement ou face à la rupture abusive d'un contrat a été affaiblie absolument considérablement et il se propose de l'aggraver cet été. Bon, mais sur les stagiaires, la seule loi qui a un peu freiné là est la loi Chénès-Kirouni. Si vous la connaissez, elle est passée à la fin quinquennat maudit de Hollande, en limitant le nombre de stagiaires par rapport aux effectifs de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, alors elle estimait que par décret, il fallait être 10%. Vous avez 100 salariés, ben vous pouvez prendre 10 stagiaires. Bon, c'était la limite maximale. Et le décret d'application, je ne sais plus qui l'a fait à l'époque, ça devait être El Khomri, ça a été 15%. Donc vous pouvez prendre 15 stagiaires sur une entreprise de 100 salariés. Mais normalement, si vous en prenez 16, vous êtes en infraction. Et il y a des pénalités, l'inspecteur du travail peut faire respecter cette infraction. Elle est peu connue, cette loi. Vraiment, je crois qu'elle est fin 2016, la loi Chénès-Kirouni. C'était député de Moselle, hein, je crois, cher Jean-Pierre. Et donc, c'est la seule chose qu'on a contre les stagiaires, parce que sinon, c'est des abus. J'ai vu des sociétés qui ne fonctionnent qu'avec les stagiaires. C'était le cas particulièrement dans l'édition. Dans l'édition, ils prennent stagiaire sur stagiaire par groupe pour tout, pour la correction, pour le suivi des documents, pour la presse, etc. Les maisons d'éditeurs, elles ont 20, 30, 40 stagiaires, et ça fait 80% de leur effectif, quoi. Le reste étant souvent, parce que la correction des éditions est aussi ubérisée, c'est-à-dire c'est au cas par cas, avec un contrat de travail commercial et non pas un contrat de travail normal. Il faut que je réponde à une question, c'est, je vais essayer de le faire dans la meilleure condition possible, quelles sont les modalités pour déposer un délit d'entrave? Peut-être vous dire que c'est un délit d'entrave. Ben, un délit d'entrave, c'est quand, par exemple, l'employeur ne veut pas faire d'élection de délégués du personnel, ou quand il y a des élections de délégués du personnel, il ne les réunit pas, ou bien quand il y a un comité d'entreprise, il l'empêche de facto de fonctionner, etc. Moi, j'ai été, comme inspecteur, curieusement, poursuivi pour un délit d'entrave à un comité d'entreprise. Parce que c'était l'affaire Guinaud, et ils m'ont poursuivi pendant 10 ans, j'ai gagné tout, mais c'était entre 2003 et 2013, et c'était la deuxième boîte de cosmétiques de ce pays, hein, aux 2 rue de la Paix, au plein du Monopoly, et la femme qu'ils avaient licenciée, ils n'avaient pas consulté le comité d'entreprise. Et le comité d'entreprise, vous savez, il doit se prononcer, il donne un avis. Un avis qui n'est qu'indicatif.
C'est-à-dire que l'inspecteur peut ne pas en tenir compte. Mais c'est une formalité substantielle. C'est-à-dire que si elle n'a pas eu lieu, la procédure est annulable. Et donc, ils n'avaient pas donné l'avis. Moi, je saisis ma hiérarchie en disant et le patron s'en fout, il recommence. Et troisième procédure, il ne convoque pas le CE. Et il y a une procédure exceptionnelle que je ne travaille jamais utilisée. Il en existe encore, ils ne les ont pas nettoyés, malgré qu'ils ont tellement à casser le code. C'est qu'un inspecteur du travail peut se substituer au patron pour convoquer le comité d'entreprise si le patron ne le convoque pas. Jamais personne n'avait fait ça, moi je l'ai fait. Et du coup, comme ça n'avait pas, c'était pas dans les cases, eh ben, ils m'ont attaqué pour entrave au comité d'entreprise, parce que j'étais présent au comité d'entreprise, alors que selon d'autres textes, je n'aurais pas dû l'être, parce que je viens au CHSCT, mais pas au CE. Et alors, à ce moment-là, il y a eu du cavale contre moi dans la presse et tout ça. En fait, ils avaient d'abord dit que je faisais du chantage au CE. C'était un terme pas juridique du tout. Chantage, c'est que je fais pression pour que la déléguée ne soit pas les délégués CGT, il ne faut pas qu'elle soit licenciée. Puis tout venait, hein, ils m'ont écrié. Hein. Il est CGT, il empêche une déléguée CGT, il est complice, c'est pas un inspecteur, il est partial. Alors moi je répondais toujours, mais un inspecteur n'est pas neutre, il est indépendant, il n'est pas neutre. Il est là pour sanctionner l'employeur, pas pour le sanctionner le salarié, et l'obliger à respecter les lois. Et donc, comme il m'avait fait tout un procès, les premiers, je les ai gagnés, et ils ont changé, ils ont fait ce qu'on appelle, et je reste toujours sur mon sujet d'entrave, ils avaient fait ce qu'on appelle un réquisitoire supplétif. Même moi, je ne savais pas ce que c'était. Et mon avocat, qui a été très pédagogue avec moi, m'a expliqué, m'a dit, tu comprends, Gérard, c'est si tu voles une mobilette, et puis plus tard, après, on trouve de la drogue dans la sacoche. Donc on laisse tomber le vol de la mobilette et on le poursuit pour la drogue. Alors ce qu'il avait fait, c'était laisser tomber le chantage et nous poursuivre pour entrave. C'était ma drogue à moi, ça, si j'ose dire. Mais ça a duré 8 ans. Alors, le problème de ces délits d'entrave, c'est que c'est particulièrement soumis à l'appréciation des juges. Et vous rentrez dans un débat pour entrave, vous ne savez pas comment vous en sortez. Parce que vraiment, le patronat maintenant abuse de ça et se met à accuser même les délégués du personnel, même les inspecteurs du travail d'entrave, ou même de harcèlement. Ce qui fait que c'est des décisions qui sont politiques en fait, parce qu'elles sont très subjectives. Vous avez vu le cas, nous, à l'inspection, de Laure Pfeffer, je ne sais pas si vous connaissez son cas, elle était à Chambéry. Cette inspectrice, elle range ses Tefal au souhait quand même pour la région, et elle trouve que le raccord sur les 35 heures était nul, elle fait un procès verbal pour cette illégalité, son directeur tombe immédiatement parce que Tefal appelle le directeur du travail et lui dit qu'est-ce que c'est que ça, et il lui tombe dessus, non, il ne faut pas faire PV, c'est la seule boîte de la région, l'emploi, c'est toujours le même argument, quoi. On viole le droit pour protéger l'emploi, et d'ailleurs récemment, ils l'ont fait aussi pour protéger le fond des casseroles de Tefal, alors que ce sont des polluants éternels, et ma collègue se retrouve embringuée, mise en cause, parce que le directeur du travail défend Tefal. Et alors à ce moment-là, il se passe un événement incroyable, c'est qu'un des cadres de Tefal qui veut se faire licencier est mis en cause par le patron. La secrétaire du patron lui passe des lettres indûment saisies dans un dossier, et dans lequel il est écrit, bon, tu lui donnes tant de ces tâches-là, on va le virer comme ça, il n'arrivera pas à les faire. Et un échange de lettres avec le directeur du travail, où le patron Tefal dit, quand est-ce que vous me guérissez de cette inspectrice? Et le patron, le directeur du travail répond, on fait ce qu'on peut, et il ajoute, mon cousin a besoin d'un stage, sur la même lettre. Enfin, si vous voyez le degré quand même de complexité, mais qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, ma collègue commet l'imprudence de dire, du coup, je fais une entrave contre le patron à mes fonctions, il me fait obstacle, je fais une entrave parce qu'il veut licencier quelqu'un et ne consulte pas les institutions
décision représentative du personnel, et je dresse un procès verbal. Et le procureur met en cause l'inspectrice pour recel de documents volés. Presque imparable. Il eût fallu, alors qu'on lui avait transmis les documents, qu'elle accuse réception, c'était simple à faire, et qu'elle dise les documents que vous me donnez, voulez-vous m'en vérifier l'origine ou n'importe quoi qui faisait que ça rentrait comme pièce administrative de façon régulière. Tandis que comme le cadre lui avait transmis directement et qu'elle s'appuyait directement là-dessus, elle était susceptible de recel. Je suis dans le sujet de l'entrave. Parce que sur les questions de l'entrave, c'est tous ces aspects-là qui surgissent, qui ne sont pas du droit strict du Code du travail, qui sont extrêmement subjectifs et sur lesquels tous les acteurs, les directeurs du travail, qui sont absolument formés pour ça, et même sélectionnés pour ça, pour servir les employeurs, et puis les employeurs eux-mêmes, avec leurs avocats, plus l'entreprise est grosse, plus ils le font, se servent pour corriger l'entrave. Et moi, je sais que je répondais souvent à ceux qui venaient voir un paquet quand même de grosses entreprises, je répondais souvent avant de nous lancer dans l'entrave, voyant comment on peut essayer d'obtenir cette satisfaction sur autre chose. Parce que je ne suis pas sûr du résultat. Maintenant, je ne décourage pas le syndicaliste qui veut le faire de le faire. Je lui dis seulement qu'il faut prendre des lignes extrêmement précises du point de vue juridique avant d'engager une procédure. Parce qu'à tous les coups, elle va dans le mur, ils ont tous les moyens, je dirais, de la détourner, comme dans le cas que je viens de vous citer. Ma collègue est allée jusqu'à la Cour de cassation, elle a perdu. On a fait 5 manifs pour elle, à Chambéry, à Annecy, et puis ensuite elle a été dépaysée, je crois que c'était à Lyon, et elle a été condamnée à peine de prison avec sursis pour recel de documents volés. Et ils l'ont juste mis en dessous du fait qu'elle perde son boulot comme inspectrice. Elle est actuellement assez démoralisée quand on y parle, mais elle est actuellement inspectrice en Guadeloupe, c'est exilé quasiment à la suite de ça, mais c'est un cas qui, dans l'inspection du travail, marque les consciences. J'ai vu la même chose, un inspecteur du travail, c'était du côté de Nanterre, un délégué syndical qui dit, vous ne voulez pas aller faire un contrôle là, etc. L'inspecteur dit, oui, moi, il y a des problèmes et tout, je vais y aller et tout. Et quand il revient, le délégué syndical lui dit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Et l'inspecteur lui fait une lettre en disant, voilà, ça, et ça. Et d'ailleurs, voilà la réponse du patron, ça et ça. Pas même chose. Là, c'était transmission indue de pièces administratives. Parce qu'il aurait dû faire une lettre du genre « Monsieur, vous m'avez saisi, suite à ma visite, voilà ce que j'ai constaté », et ne pas transmettre la lettre du patron qui lui répondait directement, parce que c'était une lettre adressée du patron à l'inspecteur. Donc il y avait un gouffre juridique, et le collègue a été sanctionné pour avoir violé les règles de transmission des pièces administratives. C'est-à-dire que dès qu'on est dans un droit, j'allais dire, très subjectif, on doit bétonner absolument tous les dossiers. Alors, surtout avec cette politique actuelle du patronat qui consiste à vous attaquer pour harcèlement, à vous attaquer pour... c'est vous-même qu'on travaille maintenant ce qui est arrivé. Moi, je l'ai dit, je crois déjà, c'était 14 procès, ça a duré entre 2003 et 2013, j'étais déjà en retraite, et quand j'ai gagné, ma hiérarchie ne me soutenait même pas. C'est-à-dire, comme fonctionnaire, j'avais droit à ce qu'on appelle une protection fonctionnelle. Si vous ne connaissez pas, enfin, l'État aide ses agents à se défendre quand ils sont traînés en justice. Pour vous donner une protection fonctionnelle, Pacou avait eu, je ne sais plus combien, pratiquement plus d'1,5 million de protection fonctionnelle pour se défendre. Et le préfet Bonny, qui était préfet en Corse, qui avait brûlé une paillote, si vous vous souvenez de lui, avait eu 700 000 € de protection fonctionnelle dans sa défense. Moi, j'ai eu 0. Et je faisais une collecte à l'époque pour mes frais de justice, parce que je n'avais pas, évidemment, les frais de justice. C'est un des problèmes aussi numéro 1 dans les revendications, parce que là, normalement, les prud'hommes sont gratuits, ils ne le sont plus dès qu'il faut écrire et dès qu'il faut des avocats, mais en principe, c'était ça. Et donc, je me suis battu jusqu'à la fin. Le directeur que je me venge de lui dans mon roman policier, dans fiction, on peut tout faire. Je n'ai pas réussi à le faire dans la vie, je le fais dans un roman. Mais le gars, il avait quand même eu le culot de me refuser sans motif. Il avait passé la date de prescription, il avait un 2 mois pour me répondre sur ma protection fonctionnelle, il ne l'avait pas fait. Il avait même fait quelque chose, c'est le syndicat CGT, dont j'ai dit à l'époque que j'en participais, aujourd'hui j'en parle volontiers, c'est ma fille qui est dirige de l'inspection,
Et le syndicat CGT de l'époque, il avait fait une lettre, c'est ton Bruxelles, il s'appelait, en disant, mais répondez à la protection fonctionnelle de Filoche. Le gars avait demandé, par mail, à son adjoint de le faire. L'adjoint avait travaillé la nuit, c'était la date limite, et lui a répondu, voilà le texte. Et le directeur du travail avait dit, non, ça ne tient pas. Donc on ne va rien lui dire. Ils avaient seulement oublié une chose, c'est d'enlever dans les expéditeurs CGT. Ça venait de la CGT. Si on a eu l'échange de lettres, le projet qui disait non, l'annulation du projet qui disait non, et l'aveu qu'il n'y avait pas d'argument. Ils me l'ont accordé au bout de 11 ans, parce que j'avais gagné tout. 14 procès gagnés. J'en parle peut-être calmement, mais je vous jure qu'à cette époque-là, je n'étais pas calme. Et au bout du 14e procès que je gagne, mon avocat qui m'a redemande l'ordre en protection fonctionnelle, c'était un poste mon avocat. Et je lui dis non, jamais, je ne demanderai rien, qu'il ait faire foutre, etc. Et lui, il a été pédagogue, il m'a dit, mais quand même, c'était pour lui la protection fonctionnelle. Et donc, au bout de 11 ans, j'ai redemandé, ils m'ont accordé en 6 mois. Et ils ont donné 35 000 € à l'avocat, quand même. Mais au bout de 10 ans de lutte. Et sur les procès sur entrave et tout ça, c'est très difficile d'obtenir gain de cause. Je ne décourage pas, hein. Je dis que tel que la loi est faite, ces mécanismes-là sont faits pour qu'on se casse le niveau. Et donc, en vérité, je conseille plutôt toujours de prendre des biais plus carrés, plus restes sur lesquels on a une prise, moins subjective du point de vue du droit du travail. Et je conseille toujours, je vous ferai comme vous voulez, de ne pas aller voir l'inspecteur en lui disant faites un procès normal. Le droit de retrait, comment dirais-je? De toute façon, il faut le faire. Si on risque sa vie, on s'en fout des conditions. Il faut dire non, non, non. Mais c'est pareil, il y a un danger quelque part, c'est que c'est très subjectif, parce que c'est une action individuelle. Et donc vous êtes isolé dans le choix d'eux, évidemment le patron va contester en disant c'est pas vrai, le garde du corps était là, mais c'est pas vrai, ça tombait à côté, c'est pas sur vous, enfin toutes les. Pourquoi? Parce que c'est une action individuelle. Donc la plus forte recommandation, c'est là pour le coup, c'est de saisir l'inspecteur. Alors maintenant, ça ne peut pas se faire à chaud. Donc si c'est à chaud, on se retire. Ça c'est clair, on ne risque pas sa vie pour le patron. Mais après, si on a la possibilité, il faut trouver des structures collectives. Donc, on rentre dans le système du délégué du personnel, du comité d'entreprise, CISST si on est dans un chantier, etc., etc. Mais il faut chercher, ça vous le savez tous par expérience, il faut chercher le plus collectif possible pour ne pas se retrouver seul. Et le droit de retrait, c'est ça son défaut, c'est que vous êtes seul face au patron, et donc les solutions collectives sont meilleures. Et de la même façon que dans les chantiers, il faut plutôt défendre les équipements de protection collectifs que les EPI. Les équipements de protection individuelle sont aussi très vulnérables. Bon, bien sûr, il faut des. Je suis en très présent. Après, je passe devant un chantier, je regarde toujours les chaussures, je regarde toujours le gant, je regarde toujours le casque, je regarde toujours le garde-corps. Mais ça c'est des aspects qui sont insuffisants. Si vous ne voulez pas de poussière, il ne faut pas un masque, il faut aspirer la poussière à la source. Et les équipements de protection collective sont largement supérieurs à ce point de vue-là pour la protection face au danger quand il apparaît. Mais je dis ça, c'est très théorico-juridique et en même temps très juste, parce que c'est l'action collective contre la prévention individuelle. Mais en même temps, tout ça ne vole en éclat si votre vie est en danger immédiat, vous avez un risque, il n'y a pas de question de droit, vous vous retirez. Là, il n'y a pas de souci de ce côté-là, bien que j'ai vu des gens s'étant retirés dans des situations presque tragiques et se faire quand même engueuler après et perdre un petit peu de vie. C'est pas comme ça. Et moi, j'ai fait des carnets, je ne veux pas faire de la pub. J'écris pas pour faire. C'est les livres que j'ai publiés, c'était pour communiquer, c'est pour transmettre. J'ai écrit des carnets d'inspecteur du travail, je prenais des notes sur tout mon boulot. Et à la fin, j'avais un linéaire de cahiers, de petits cahiers. Je suis un peu maniaque, je prends le même cahier, je prends le même stylo, et puis je prends les notes sur chaque boîte, le lieu, et tout ça. Et j'en avais des centaines comme ça, 9000 entreprises visitées. Et j'ai publié 3 ou 4 livres qui sont des récits de mon instruction. Alors ça leur plaisait pas, hein. J'ai enlevé seulement le nom de la boîte,
j'enlevais seulement le nom des gens, puis je gardais la branche et le récit. Mais ça servait ça a servi à beaucoup de gens. D'abord, ça a servi à des jeunes inspecteurs du travail pour se former sur le métier, et ça a servi à des syndicalistes pour connaître dans toutes les branches des résultats comme ça et de contrôle d'inspection du travail. Merci Gérard. Alors, merci Gérard pour avoir accepté notre invitation. On était très fiers de te recevoir pour notre Assemblée Générale de l'UL de Mulhouse. Merci à tous d'avoir participé. Merci aux partenaires aussi d'avoir été là.